Alors, merci, Dr. Boët, d'être avec nous ce soir pour le webinaire. Faire une courte biographie. Euh, Juste un petit instant. Donc, merci, Dr. Boët, de venir nous parler de la médecine hyperbare au service de mon patient. Donc, Dr. Boët, qui est notre doyen aux adjoints aux affaires francophones de la faculté de médecine, directeur de stage de perfectionnement en recherche, médecine préparatoire et anesthésiologie. Dr. Boët, professeur agréé au département d'anesthésie et de médecine de la douleur de l'Université d'Ottawa. Il a complété sa formation en anesthésiologie et en soins intensifs en France en 2005, a acquis une vaste expérience en médecine d'urgence, préhospitalière et titulaire d'un doctorat en éducation. Avant de se joindre à l'équipe de l'Université d'Ottawa, Dr. Boët a fait un stage de perfectionnement en simulation et en éducation médicale à l'Université de Toronto. Ses recherches examinent les stratégies et outils comme le débriefage ou les aides cognitives pour améliorer les pratiques de soins en santé et devenir des patients. Il s'intéresse particulièrement à l'éducation interprofessionnelle fondée sur la simulation et à la gestion des ressources en situation de crise, ainsi qu'à l'enseignement au chevet des patients. Donc, merci, Dr. Boët, d'être avec nous ce soir. Je vous laisse la parole. Merci Camille. Merci à tous d'avoir fait l'effort d'être là ce soir. Je vais vous parler d'un sujet qui me passionne particulièrement, c'est la médecine hyperbare. Et puis, comme l'a dit Camille, je travaille donc aux affaires francophones comme doyen adjoint et puis aussi au service de médecine hyperbare de l'hôpital d'Ottawa. Alors, je pense que vous devez voir mon écran. Je n'ai pas vraiment de conflit d'intérêt. Je voulais quand même juger. Donc, Camille a dit la plupart des choses. Je fais de la recherche aussi. À peu près 40% de mon temps, c'est des financements compétitifs. Malheureusement, je n'ai pas bien avec l'industrie privée. Les objectifs pour cette présentation sont essentiellement deux choses. D'une part, expliquer le mécanisme physiologique de la médecine hyperbare, comment ça marche. Et puis, deuxièmement, de pouvoir revoir ensemble comment choisir les affections médicales qui peuvent bénéficier de la médecine hyperbare. Je vais vous mettre à contribution parce qu'il y aura quelques exercices, quelques questions pour vous avec Menti. Donc, gardez votre téléphone, votre iPad, votre ordinateur pas loin. Vous allez en avoir besoin tout au cours de la présentation. Donc, ma présentation est structurée de la façon suivante. D'une part, on va voir ce qu'est la médecine hyperbare. Ensuite, comment ça marche, les indications. Que dire aux patients lorsqu'on voit les patients, avant de référer le patient éventuellement au centre de médecine hyperbare. Et puis, je vous donnerai deux indications potentielles pour le futur parmi de nombreuses autres indications. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est la médecine hyperbare? C'est trois choses, et il faut qu'il y ait ces trois paramètres pour qu'on puisse parler d'oxygénothérapie hyperbare. Il faut que le patient inhale de l'oxygène à 100%, sous pression, une pression qui est supérieure à 1,4 atmosphères, et puis de façon intermittente. C'est-à-dire que si un patient respirait tout le temps, 24 heures sur 24, pendant plusieurs jours, de l'oxygène 100% sous pression, ça ne serait pas le même effet que l'oxygénothérapie hyperbare. Donc, pour vous rappeler comment fonctionne la pression en fonction de la profondeur, puisque souvent l'analogie qu'on utilise, c'est par rapport à la plongée sous-marine. Bien, à la surface, on est à 1 atmosphère. C'est comme ça qu'on définit une atmosphère, 760 mm de mercure. Et puis, chaque fois qu'on descend de 10 mètres, on augmente la pression de 1 atmosphère. Donc, 1,4 atmosphères, ça veut dire profondeur. Donc, on considère qu'on est dans la définition de l'oxygénothérapie hyperbare si on est plus profond que 4 mètres de profondeur. Donc, ce n'est pas une profondeur qui est très importante. À quoi ça ressemble un caisson? Alors là, je vous ai mis la photo d'un des deux caissons de l'hôpital d'Ottawa. Donc, ce sont des caissons assez rares parce qu'ils sont deux places. Je vous montrerai des photos juste après, des caissons monoplaces ou des caissons multiplaces. Ceux-là sont un peu intermédiaires. Ça rentre dans la catégorie des multiplaces parce que deux patients peuvent y rentrer, mais c'est quand même relativement petit pour des multiplaces. Donc, on voit la console, je reviens en arrière, on voit la console ici où il y a le thérapeute qui va gérer la machine et régler les paramètres de la machine. Le patient rentre par la porte qui se trouve ici. Et donc, il peut être assis, mais voilà, assis quand même de façon assez confortable. Et puis, il y a besoin de mettre un casque parce qu'en fait, on met de l'oxygène. On ne remplit pas ce caisson-là d'oxygène complètement. On met un casque dans lequel on fait venir de l'oxygène à 100%. Donc, la chambre est pressurisée à l'air et le patient respire de l'oxygène. Ça, c'est le principe des multiplaces. Pour les monoplaces, en général, on remplit tout le caisson qui est plus petit à l'oxygène.
Puis voilà à quoi ça ressemble quand on est dans une séance. Donc, c'est assez confortable parce que déjà, ce sont des vitres, donc c'est transparent, ça limite la claustrophobie. Et puis, le patient a une télé en face, donc c'est un peu l'équivalent de cette télé ici. Donc là, les deux patients se font face quand on a deux patients, puis chacun regarde la télé avec des programmes différents. C'est assez tranquille. Une séance dure à peu près entre 1h30 et 2 heures. Voilà des exemples de chambres monoplaces. Donc là, c'est parfois un peu plus difficile pour les patients claustrophobes parce que les patients sont allongés et puis se sont plus enfermés. Ils ne peuvent pas regarder la télévision aussi facilement. Dans l'image qui est en bas, ils ont quand même des télévisions, mais c'est parfois un petit peu plus difficile. Et voilà des chambres multiplaces. Donc, typiquement à gauche, il y a en général 16 patients qui peuvent être admis dans la chambre en même temps. On peut aussi mettre des lits de réanimation, de soins intensifs. Et puis là, en général, il y a un accompagnateur, un soignant qui est là avec les patients. Alors, avant de voir comment ça marche, j'aimerais vous poser une question. Quelle est dans votre pratique ou dans votre expérience, dans vos connaissances, quelles sont les indications que vous recommanderiez pour vos patients qui, selon vous, pourraient bénéficier d'oxygénothérapie hyperbare? Donc, il faut aller sur le site menti.com. Et puis ensuite, une fois que vous êtes sur le site, il faut taper le code qui est ici. Donc, je vais vous le redonner. Je vous laisse quelques secondes pour aller sur menti.com. Le numéro, c'est le 79882641. 79882641. Donc là, vous allez voir la question et puis vous allez pouvoir indiquer vos réponses et on va les voir apparaître très bientôt sur l'écran. Okay, donc je vois les premières réponses qui commencent à arriver. Il y a des réponses en anglais. Hein. je vais m'autoriser j'ai une bonne excuse là maintenant pour les quelques mots d'anglais sur certaines diapositives plus tard. OK, je vois 4 réponses. S'il y a plusieurs indications qui vous viennent en tête, vous devriez pouvoir mettre plusieurs indications normalement. Ah, OK. Donc, là... Et je vous laisse 15 secondes de plus. Parfait. Je vais partager l'écran pour que vous puissiez voir le résultat. OK, hop là. Donc voilà les résultats du sondage. Ischémie du membre inférieur, plaie diabétique compliquée, je pense, accident de décompression, maladie de la plongée, donc la même chose, paralysie cérébrale, les plaies chroniques, les plaies encore une fois, paralysie cérébrale 2 fois, et monoxyde de carbone. Excellent. Donc, vous êtes vraiment familier avec la plupart des indications. Je vais vous en reparler tout à l'heure, mais avant ça, je voudrais revoir avec vous la physiologie, parce qu'en fait, quand on comprend la physiologie, bah, naturellement, on peut facilement se souvenir de toutes les indications. Donc, la première chose, c'est qu'il y a l'effet de la pression, et puis ensuite, il y a l'effet de l'oxygène. Donc, la première chose, c'est l'effet de la pression, ça va diminuer le volume des cavités gazeuses. Donc, pour comprendre ça, c'est assez simple. Si on reprend l'analogie de la plongée, quand on est en surface, on est à 1 atmosphère et on a une bulle, qui est à 100% de volume. Et puis, dès qu'on va augmenter la pression, ben, le volume de la bulle va diminuer d'autant. C'est la fameuse loi qu'on a tous appris puis qu'on a probablement tous oublié qui est pression fois volume divisé par température, et ben, c'est une constante. Donc, quand on augmente la pression, forcément, on doit diminuer le volume pour que le rapport reste égal.
Donc, si on passe de 1 atmosphère à la surface à 2 atmosphères à 10 mètres de profondeur, eh bien, le volume de la bulle va diminuer de 50%. Le diamètre de la bulle, lui, va pas diviser par 2 parce que c'est un rapport qui est un peu moindre, donc ça va passer de 100 à 79% et puis ça diminue progressivement. Donc là, on comprend que, par exemple, dans les embolies gazeuses, c'est ça qui va faire le traitement de l'oxygénothérapie hyperbare. C'est vraiment le fait de diminuer les bulles qui obstruent les vaisseaux et qui créent des ischémies. Le fait de diminuer les bulles, le sang, la circulation va se refaire, l'oxygénation va arriver au tissu et c'est ça qui va guérir le patient. Donc ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est vraiment l'oxygène dissous. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on a tous appris puis qu'on a probablement oublié. Donc, quand on est il y a une image qui explique très bien ici. Quand on est à 1 atmosphère, 760 mm de mercure, on a dans l'air ambiant 21% d'oxygène. Donc, globalement, cette quantité d'oxygène suffit pour saturer tous les globules rouges. On est entre 95 et 100% d'oxygène pour les personnes en bonne santé. Donc, tous les globules rouges transportent le maximum d'oxygène qu'il est possible de transporter. Et puis, on a un tout petit peu d'oxygène dissous qui est dans les vaisseaux, mais ce n'est vraiment pas ça qui fait l'oxygénation des tissus. Lorsqu'on augmente de 21 à 100% d'oxygène, on va resserrer, on va augmenter la quantité d'oxygène qui arrive dans les vaisseaux, puisqu'il va passer dans les poumons et ça va passer dans les vaisseaux. Et si, en plus d'amener 100% d'oxygène, on augmente la pression, l'image qui est utilisée ici, c'est qu'on va vraiment encore plus resserrer et encore plus les molécules d'oxygène et encore plus amener d'oxygène dans les poumons et donc dans les vaisseaux. Donc, ça ne va pas changer grand-chose sur les globules rouges parce qu'ils étaient déjà à 100% en air ambiant à la surface, à 1 atmosphère. Par contre, on va augmenter l'oxygène dissous de façon vraiment très importante. Donc, la formule de l'école de médecine, c'était qu'il y a 2 parties en fait, dans l'oxygène qui est transporté dans les vaisseaux artériels. La saturation fois l'hémoglobine fois 1,34. Donc, ça, c'est un nombre qui est en général grand. Et puis la PaO2, qui est l'oxygène dissous, qui est multiplié par le coefficient en fait, qui est extrêmement petit. Donc, même si la PaO2, l'oxygène dissous, est très haut, la quantité sera quand même toujours très faible au total. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Donc, ça, c'est dans la physiologie normale, je dirais. Lorsqu'on passe à la physiologie qui est appliquée en médecine hyperbare, je m'excuse. Lorsqu'on passe à la physiologie appliquée en médecine hyperbare, on voit que si on augmente la pression, la quantité d'oxygène respiré par le patient va augmenter de façon démesurée. C'est-à-dire que quand on respire 21% d'oxygène en air ambiant, on est à peu près à 160 mm de mercure de respirer dans l'air qui va dans les poumons. Donc ça, c'est la P grand AO2 dans les alvéoles. Lorsqu'on passe à 100% d'oxygène, on arrive à 400, 500, 600 mm de mercure, ce qui est respiré. Et on voit que lorsqu'on est à 2 ou 3 atmosphères, on est à 1400, 2200 mm de mercure. Donc, c'est vraiment décuplé. Et là, on voit l'image ça représente, c'est en lien avec l'image qu'on a vue tout à l'heure. La quantité qui est transportée par l'hémoglobine ne va pas changer. Par contre, la partie dissoute dans le plasma va vraiment augmenter par un coefficient très important. Et c'est ça qui va permettre d'amener de l'oxygène par diffusion, sans lien avec les globules rouges, jusqu'au plus profond de tous les tissus. Donc, c'est ça qui va faire que l'oxygène va être efficace en médecine hyperbare. Ensuite, il y a plein d'autres mécanismes qui sont vraiment intéressants, qui sont moins connus en général. Les 2 plus gros, je dirais, c'est l'effet antioxydant. Alors, je ne vais pas expliquer ici, mais si ça vous intéresse, on peut en parler à la fin. Et puis, l'effet d'immunomodulation. Ça, ce sont 2 effets qui sont absolument majeurs en médecine hyperbare. Et donc, pour vous donner un exemple, quand on expose les patients sur une durée courte, d'1 à 2 heures, de très grosses quantités d'oxygène, ça va recruter les cellules souches. Les cellules souches de la moelle osseuse vont être recrutées et aller directement là où il y a besoin d'elles, donc par exemple pour des plaies chroniques, et ça va permettre d'agir directement au niveau des lésions finalement. Ça aide pour l'ostéogenèse, ça c'est utile aussi pour les ostéoradionécroses, ça aide pour l'angiogénèse, pour les plaies chroniques, et puis il y a un effet bactériostatique et bactéricide sur certaines bactéries, notamment les anaérobies, donc c'est très utile sur les ostéomyélites par exemple. Donc, tous ces mécanismes sont souvent interreliés et c'est ensemble qu'ils vont pouvoir produire l'effet de l'oxygène hyperbare.
Alors maintenant qu'on a vu comment ça marchait, ben, quelles sont les indications? Donc, vous les avez quasiment toutes dit tout à l'heure. Donc, il y en a 14 qui sont reconnues par Santé Canada, et puis c'est pareil dans la plupart des pays. Donc, celles qui sont vraiment connues habituellement, c'est l'intoxication au monoxyde de carbone, et puis l'accident de décompression, l'accident de plongée, l'embolie gazeuse, mais c'est plus rare, surtout pour les médecins de famille. Et les embolies gazeuses sont essentiellement liées aux accidents de plongée ou alors liées aux cathéters centraux ou aux biopsies pulmonaires, par exemple. Ici, à l'hôpital d'Ottawa, on en voit entre 1 et 2 ou 3 par an, pas plus. Ensuite, la plus grosse partie des patients, c'est vraiment les insuffisances artérielles, plaies chroniques essentiellement. La deuxième plus grosse partie des patients, c'est les lésions radio-induites. Et donc ça, on va en parler tout à l'heure. Et puis, on a de plus en plus de patients qui ont des surdités brusques, idiopathiques. Donc ça, je vais vous en parler aussi tout à l'heure. Ensuite, les autres indications, on en voit, mais c'est moins fréquent. On voit des gelures ici à Ottawa chaque année. C'est aussi une indication en urgence. Alors, je vais vous remettre à contribution. Toujours le même code sur Menti. Vous devriez voir maintenant la deuxième question. Quel est le type de plaie chronique que vous traiteriez en médecine hyperbare? Donc, je vous redonne le code 79882641. Quel type de plaies chroniques peuvent être traitées par l'oxygénothérapie hyperbare? Okay. OK, super. Je vous laisse 5 secondes de plus. 79882641. OK. Donc, je vais changer d'écran. Donc, voilà vos réponses. Donc, c'est assez équilibré entre plaies chroniques veineuses, artérielles, liées à la pression ou les plaies diabétiques. Donc, les bonnes réponses, c'était artérielles et diabétiques. Ce sont les deux types de plaies qui répondent, sous certaines conditions, on va le voir maintenant, au traitement par médecine hyperbare. On ne traite jamais les plaies veineuses et les plaies de pression, jamais non plus, ça ne répond pas. Ça ne répond pas du tout. Okay. Donc, je reviens à ma présentation. OK, donc ce que je viens de dire, c'est plaies artérielles et puis donc les plaies diabétiques, ce qui était correct dans le sondage. En fait, on les considère en médecine hyperbare, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais comme les plaies diabétiques sont considérées comme artérielles. Parce que ce sont essentiellement les petits capillaires, les petites artérioles qui sont touchées, c'est ça le raisonnement. Et donc, les deux types de maladies qu'on voit le plus souvent, qui sont des plaies chroniques artérielles, c'est l'athérosclérose, les patients vasculaires, et puis le diabète. Il y a toute une autre série de maladies qu'on voit régulièrement. La calciphylaxie est la troisième plus fréquente. On traite en fait beaucoup de patients chaque année qui ont des calciphylaxies. Les drépanocytoses, c'est plus rare. Et puis les autres maladies, je les mentionne juste ici par écrit, mais je ne vais pas le dire parce que c'est beaucoup plus rare. Sclérodermie, on en a de temps en temps. Donc, en fait, athérosclérose, diabète, calciphylaxie sont vraiment les trois types de patients qu'on rencontre en médecine hyperbare pour l'indication des plaies chroniques. Alors, l'algorithme, parce que finalement, pour vous, c'est quand est-ce que c'est important de référer les patients aux caissons hyperbares? On utilise la classification de Wagner. Il y a plein de classifications différentes. La raison pour laquelle
les lignes directrices recommandent la classification de Wagner, c'est que la plupart des études sont assez anciennes et utilisent cette classification. Donc, c'est pour ça que les recommandations se basent là-dessus. Donc, la classification, elle est ici, donc de stade de 0 jusqu'à 5. Il y a vraiment un cut-off, là, une limite entre le 2 et le 3. Donc, le 2, c'est ulcère profond et le 3, c'est ulcère, mais avec une atteinte osseuse. Lorsque l'os n'est pas atteint, on ne réfère pas, il n'y a pas besoin de traiter avec l'hyperbare. Les soins locaux, les soins habituels, équilibrer les facteurs de risque, etc., devraient suffire. Ça, c'est vraiment le premier message de ces lignes directrices. Donc, si c'est inférieur ou égal à 2, on continue le soin de plaie, pas besoin de référer au centre hyperbare. Lorsqu'on est au stade 3, 4 ou 5, là, il y a un autre paramètre qui est important pour savoir ce qu'on doit faire, c'est est-ce que c'est post-opératoire ou pas post-opératoire. Si c'est un patient qui est post-opératoire, donc diabétique, plaie supérieure à 3 ou supérieure ou égale à 3, et en post-opératoire, on peut le référer immédiatement au centre hyperbare. Lorsque le patient n'est pas en post-opératoire, il faut des traitements locaux de la plaie pendant au moins 30 jours avant de devoir référer au centre ou de pouvoir référer au centre hyperbare. Donc, c'est ça vraiment les 3 critères. C'est classification de Wagner, est-ce que le patient est post-opératoire, oui ou non, et en fonction du statut post-opératoire, est-ce que ça fait plus ou moins de 30 jours. Donc ça, c'est un algorithme qui est assez simple et qui permet de savoir s'il y a un intérêt de référer le patient au centre hyperbare. Quand on voit le patient au centre hyperbare, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser ce qu'on appelle un TICOM. C'est un appareil qui permet de mesurer l'oxygène transcutané, la pression partielle en oxygène transcutané. Donc, on voit ici sur l'image, ça ressemble un peu à des électrodes d'électrocardiogramme, sauf que dans les électrodes, il y a un capteur qui mesure l'oxygène. Donc, ça prend un certain temps pour mesurer l'oxygène, au moins une vingtaine de minutes. Et donc, on va mettre ces capteurs tout autour des plaies. Donc, vous voyez un exemple ici. Et puis, on a une électrode qui sert de référence. Et donc, ça va nous donner certains chiffres qui mesurent en fait la pression partielle en oxygène au niveau transcutané. Et en fonction de ces chiffres, on va savoir s'il y a une grande probabilité que le patient réponde ou s'il y a peu de chances qu'il réponde. Donc, on a un algorithme. Je ne vais pas aller à travers l'algorithme parce que ce n'est pas réellement utile, mais j'aimerais pointer 2 ou 3 choses sur cet algorithme. La première chose, c'est qu'en fonction du résultat de la mesure d'oxygène qu'il y a dans les tissus quand le patient respire de l'air ambiant, on va pouvoir déjà dire, OK, là, il n'y a vraiment pas besoin, ça devrait guérir tout seul. Si par contre, on a une inquiétude, ce qu'on fait, c'est un test à l'oxygène, ou on dit un challenge à l'oxygène. On fait respirer 100% d'oxygène en normobarie, c'est-à-dire on ne met pas dans le caisson, c'est juste dans la pièce de consultation, on fait respirer 100%. Et puis, on continue de mesurer ce qui se passe au niveau de l'oxygène transcutané autour de la plaie. Et puis, en fonction des résultats, soit on va dire, OK, il y a clairement une indication pour le traitement hyperbare, soit on va dire, est-ce que ce patient mérite d'être revascularisé? Et puis, en fonction de ces paramètres-là, en général, on arrive à déterminer si on doit indiquer l'hyperbare ou alors s'il n'y a pas de chance que ça aide le patient. Ça, c'est important parce que, d'une part, ça permet d'optimiser les ressources et puis, d'autre part, ça permet aussi de ne pas donner des faux espoirs aux patients. Les traitements hyperbares pour les plaies, c'est en général 2 mois, entre 1 mois et demi et 2 mois, tous les jours, 5 jours par semaine. Et donc, c'est vraiment lourd pour les patients de venir à l'hôpital tous les jours pendant 2 mois. Et puis, pendant ces traitements, s'il n'y a aucune chance qu'ils s'améliorent, autant les référer au chirurgien vasculaire rapidement, parfois pour des amputations, quand il n'y a vraiment pas d'autres traitements. Mais au moins, ça donne une chance au patient de commencer la rééducation tout de suite et puis d'avancer. Une des questions qui revient tout le temps en fait, au centre hyperbare, c'est est-ce qu'il faut revasculariser le patient pour les cas intermédiaires? Et donc, ce qu'on recommande, c'est vraiment de faire évaluer le patient avant de l'envoyer au centre hyperbare par un chirurgien vasculaire. Donc, avant de le référer au centre hyperbare, une consultation par le chirurgien vasculaire qui va dire est-ce qu'on doit revasculariser chirurgicalement ou par radiologie interventionnelle. Ça permet vraiment d'avancer très vite après, une fois qu'on voit les patients en consultation. Et en général, on peut prendre la décision le jour même de la consultation si on doit faire de l'hyperbare ou pas. Donc, la revascularisation, la question, c'est avant la consultation hyperbare si possible. Donc ça, on a parlé des plaies diabétiques. L'autre cas qui est vraiment fréquent, c'est les ulcères liés à l'artériopathie périphérique.
Donc, ce qui va être important pour traiter le patient, c'est de traiter tous les facteurs de risque. Donc, ça, en général, les médecins de famille, les infirmières praticiennes sont vraiment experts et tout ça, c'est géré bien en amont. Comme je viens de le dire, se poser la question de la revascularisation. Ensuite, le patient est référé au centre hyperbare. On mesure la TCPO2 par le TICOM. Et en fonction des résultats, on dit oui, oxygène hyperbare ou non, pas d'oxygène hyperbare. Et le traitement, comme je le dis, c'est en général pour 6 à 8 semaines, 5 jours par semaine, du lundi au vendredi. On les traite entre 2 et 2,5 atmosphères. Et c'est en général pas loin de 120 minutes par session. Donc, c'est un investissement pour les patients qui est lourd en termes de logistique. Surtout pour les patients qui ont du mal à se mobiliser, qui habitent loin, c'est difficile. Dans les études, il y a à peu près 25% des patients qui ne vont pas jusqu'au bout de leurs 6 à 8 semaines de traitement. Ici, nous, dans notre expérience, ce n'est pas aussi fréquent que ça, mais ça arrive. Alors, j'aimerais vous proposer un cas clinique. Donc là aussi, il faudra aller sur Menti pour faire vos suggestions. C'est une patiente de 21 ans qui a eu une injection cosmétique de produits je ne sais pas comment on dit en français, mais de filler, on dit en anglais, d'acide hyaluronique dans la lèvre supérieure. Donc vraiment un but purement cosmétique. La patiente est jeune, en bonne santé, elle ne prend pas de médicaments. Et puis le lendemain de la consultation, pendant laquelle elle a reçu sa, son injection, elle a des douleurs au niveau local, au niveau de la lèvre. Le médecin décide de faire un bloc nerveux analgésique. Et 4 jours plus tard, après cette injection, voilà la photo de la patiente. Et donc, la question, c'est quel est le diagnostic suspecté? Donc, vous pouvez aller sur Menti, 79 88 26 41. On pourra discuter du cas. Je donne le numéro 79 88 26 41. Je vois 2 réponses. Alors, je ne sais pas si tout le monde veut participer ou pas. Est-ce que vous avez besoin de plus de temps ou pas? Je me contente très bien. OK, on va arrêter là. Donc, les 3 réponses qui sont indiquées, nécrose faciale superficielle, dépendance à Instagram, je ne sais pas ce que c'est ça, et ischémie secondaire à la xylocaïne. OK, alors vous pouvez aller directement, donc oui, c'est une ischémie secondaire à l'injection. En fait, ce n'est pas secondaire à l'injection de xylocaïne, c'est une ischémie liée à l'acide hyaluronique. Je pourrais vous expliquer juste après comment ça marche. Et donc, vous pouvez aller à la question suivante qui est que faire? Donc, là, il faut cocher ce qui vous semble pertinent. Je réfère au praticien cosmétique. Donc, on imagine que vous êtes dans votre clinique comme médecin de famille ou comme famille du patient ou ami du patient. Il vous consulte comme ça la fin de semaine ou le soir. Qu'est-ce que vous faites? Je réfère au praticien cosmétique. Je réévalue dans quelques jours. Je réfère au centre hyperbare en urgence. Je réfère au centre hyperbare sans urgence ou une autre option. Le même code 79 88 26 41. OK.
OK, les réponses arrivent tout doucement. Si vous avez des problèmes avec Menti pour répondre, laissez-moi savoir. Vous pouvez ouvrir votre micro et me laisser savoir. OK. OK, donc voilà les réponses. Donc, je réfère au praticien cosmétique et une personne qui réfère au centre hyperbare en urgence. Les deux sont possibles, ça dépend un peu de l'heure du jour ou de la nuit. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que c'est une complication rare, mais classique des injections cosmétiques. Les injections cosmétiques, il y en a des milliers et au Canada, et des centaines de milliers, voire millions au niveau du monde. Donc, c'est quelque chose qui est assez important à connaître, à avoir en tête, parce que souvent, parfois, les patients vont retourner voir leur médecin qui a fait l'injection. Parfois, ils vont voir leur médecin de famille ou alors ils vont aller voir qui ils trouvent en fonction des circonstances. Je reviens à la diapositive. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que l'acide hyaluronique ou alors un autre produit peut aller dans les petits vaisseaux, les petites artérioles, et occlure ces vaisseaux, et donc ça fait une ischémie. Il y a aussi des cas qui sont rares, mais dramatiques, de produits d'injection qui va, lorsque c'est sur le visage, près des yeux, qui va remonter à travers les vaisseaux qui vont au niveau de l'artère centrale de la rétine, et des patients peuvent perdre la vue à cause de ça. Donc, ces deux cas-là méritent d'être référés au centre hyperbare rapidement, en urgence. Définitivement, on ne peut pas attendre des jours. Parfois, les patients sont renvoyés chez le praticien cosmétique et puis quand c'est rapide, c'est correct, mais on ne peut pas se permettre d'attendre plusieurs jours. Et ensuite, le praticien cosmétique doit absolument référer au centre hyperbare. Donc, si on reprend la présentation, cette patiente avait été traitée par plusieurs choses. Alors, il y a des traitements. Le traitement vraiment qui est fait tout le temps, c'est la hyaluronidase, qui est l'enzyme qui va dégrader l'acide hyaluronique. Donc, en général, ça s'est fait par le praticien cosmétique. Ça peut être fait aussi à l'hôpital. Et puis, rapidement, c'est-à-dire le jour même, il faut commencer le traitement hyperbare si c'est à disposition. Il n'y a pas de preuves vraiment convaincantes. Il y a pour l'instant il y a un certain nombre de cas cliniques qui ont été décrits. Et on a eu un cas assez similaire dans l'unité il y a quelques temps et la patiente a récupéré complètement. Donc ici, jour 5, c'est le début du traitement hyperbare pour cette patiente. Donc on voit que ça a délimité la zone nécrosée dès le premier traitement. Puis ça, on le voit aussi dans notre expérience, on le voit de la même façon. Puis ensuite, ça va commencer à se cicatriser vraiment tout doucement. Le 18e jour, on voit qu'il y a une plaie qui est propre, qui n'est pas encore cicatrisée. Et ensuite, donc 5 mois plus tard, il y a quand même un défaut. Et cette patiente-là, dans le cas clinique qui avait été publié, ce n'est pas une de nos patientes, elle avait eu une injection de graisse en fait pour un résultat un peu plus esthétique. Nous, on a eu une patiente il y a quelques temps qui était vraiment similaire avec des lésions encore plus prononcées et elle est venue plusieurs jours après. On a commencé le traitement 5 jours après et en fait, après 2 semaines de traitement hyperbare, elle avait quasiment tout récupéré et 2 mois plus tard, elle n'avait aucune séquelle esthétique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui rend service aux patients parce que chez ces patients jeunes, il peut y avoir un impact social majeur. Donc là, ce cas, en fait, ça explique bien, ça prend en compte plusieurs mécanismes de la médecine hyperbare, donc c'est pour ça qu'il est assez intéressant. Donc globalement, si on veut résumer la situation des insuffisances artérielles, amélioration de la cicatrisation des plaies problématiques, c'est seulement les origines artérielles, ce qui inclut les plaies diabétiques dans certains cas, et c'est en appoint. C'est-à-dire que c'est indispensable d'optimiser les facteurs de risque, arrêter le tabac, équilibrer le diabète, etc. Et puis, il faut d'abord que les patients voient les chirurgiens vasculaires lorsque c'est l'athérosclérose ou le diabète, avant de référer au centre hyperbare. Donc ça, c'est vraiment le trajet en fait, des patients avant d'arriver aux questions hyperbares. Alors, on va changer de sujet. La deuxième indication la plus fréquente en pratique, même maintenant, c'est peut-être la première, c'est les lésions post-radiques. Donc, le contexte, ce sont des patients qui ont eu des cancers,
qui sont en général guéris de leur cancer et qui ont eu de la radiothérapie comme traitement du cancer, et puis des années après, 5 ans, 10 ans, 15 ans, parfois 20 ans après, présentent des complications donc retardées, chroniques, liées à la radiation. La physiopathologie, c'est un problème de vascularisation. Donc, un exemple typique, c'est la vessie, par exemple. Des patients qui ont des cancers de prostate ont de la radiothérapie, parfois après la chirurgie, parfois seuls. Ils sont guéris de leur cancer, ils n'ont plus de problème. Par contre, 5, 10, 15, 20 ans plus tard, ils présentent des saignements urinaires et puis il est diagnostiqué une cystite hémorragique. C'est vraiment handicapant pour les patients parce que c'est des patients qui sont assez souvent encore jeunes, qui veulent partir en Floride l'hiver et puis ils présentent des hémorragies, ils ont besoin d'aller aux urgences, c'est douloureux, si c'est en Floride, c'est cher, et donc c'est vraiment handicapant pour leur vie. Un autre cas qui est assez fréquent, c'est la proctite radique. Donc pareil, des patients qui ont eu de la radiothérapie au niveau du pelvis, et puis ils présentent une proctite des années après. Et l'autre cas, le troisième le plus fréquent, c'est l'ostéoradionécrose au niveau de la mandibule. Cancer ORL, souvent guéri, et ça va fragiliser l'os en fait, puisque la radiothérapie va détruire les cellules cancéreuses, mais aussi les tissus sains autour. Et c'est ça qui va faire qu'il y aura une difficulté de cicatrisation. Alors voilà les deux images l'une sur l'autre. En fait, c'est une cystite hémorragique. Voilà à quoi ça ressemble en cystoscopie. Donc on voit bien une inflammation globale en fait, de la vessie, puis ça crée des ulcérations qui saignent, qui peuvent créer des caillots. Et puis à droite, l'image seule, c'est une proctite radique, donc au niveau du côlon, enfin du rectum, une inflammation liée aux radiations. Ces deux cas répondent très bien à l'oxygénothérapie hyperbare, et donc c'est vraiment utile de référer les patients au centre hyperbare parce que ça marche vraiment bien. Les traitements sont longs dans les deux cas, c'est au moins 40 traitements, donc 2 mois, mais c'est en général des très bons résultats. L'ostéoradionécrose mandibulaire, donc voilà un exemple. Donc là, c'est en général après une extraction dentaire chez des patients qui ont de la radiothérapie. C'est toujours mandibulaire, c'est rarement sur le maxillaire, donc c'est en bas. Et ça, c'est des choses qui sont dramatiques parce qu'il y a souvent des infections, des abcès, parfois des fractures pathologiques sur les os, ce qui a pour cette conséquence la nécessité de chirurgie très invalidante, très invasive. Et donc, ce sont des patients qui ont eu des doses en général élevées, mais pas toujours, de radiothérapie. Et c'est vraiment des extractions dans la zone mandibulaire. Donc, on les traite avec un protocole particulier qui dure plusieurs semaines. Et ce qui est important, c'est de penser à la prévention. Et donc, la prévention, c'est un patient qui a eu un cancer ORL, qui a eu de la radiothérapie sur la mandibule et qui doit se faire arracher une dent. Il est recommandé de le référer au centre hyperbare pour qu'on puisse lui faire ce qu'on appelle le protocole de Marx, c'est-à-dire 20 séances, donc une fois par jour, ça fait 20 jours de traitement hyperbare. Il se fait arracher là où les dents et ensuite on consolide avec 10 traitements. Donc ça, c'est en général, les chirurgiens dentistes nous réfèrent les patients, mais parfois certains ne sont pas au courant, donc c'est utile que les autres professionnels de santé connaissent ces indications-là. Dernière indication que j'aimerais voir avec vous ce soir, c'est la surdité brusque idiopathique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit de plus en plus de ces patients. C'est la dernière des 14 indications qui a été approuvée par Santé Canada, c'était en 2011. Et ce sont des patients qui sont dans le milieu de leur vie, entre 40 et 60-70 ans en général, donc qui ont en général un métier, qui sont établis dans la vie, qui ont des enfants, une vie sociale, etc. Ça touche aussi bien les hommes que les femmes, et c'est très soudain. L'exemple typique, c'est les patients qui disent « je me suis réveillé ce matin et puis j'entends plus d'une oreille » ou « j'entends vraiment mal ». C'est en général unilatéral, mais le fait que ce soit bilatéral n'exclut pas le diagnostic. Il y a des cas qui sont bilatéraux. Et c'est des hypoacousies qui arrivent, donc comme je l'ai dit, c'est en général le matin, mais c'est en moins de 3 jours. C'est ça la définition. Et il y a souvent des acouphènes, parfois des vertiges. Ça, ce sont des facteurs de risque que ça ne récupère pas complètement. Ça génère une anxiété parce que ce sont des gens qui sont assez souvent en bonne santé, et puis ça arrive comme ça. Et l'autoscopie est normale. À l'audiogramme, le critère, c'est moins de 30 décibels sur au moins 3 fréquences contiguës. Donc, dans ces cas-là, le patient peut tout à fait aller soit à l'urgence, mais c'est assez rare, soit ils vont voir leur médecin ou ils vont à la clinique, walk-in clinic.
Donc, encore une fois, surdité soudaine unilatérale avec otoscopie normale. En fait, le traitement qui doit être fait dès le stade où le médecin de famille voit le patient, c'est corticoïde immédiat par la bouche, 1 mg kg jour. Ça, c'est important parce que c'est le traitement de référence. Et plus on le donne tôt, plus il y a de probabilité que l'audition récupère. Ensuite, il faut référer le patient à un ORL via les urgences parce que sinon, ça va prendre des jours. Et pendant ce temps, on perd son temps. Marie et Noël, tu as levé la main? Oui, c'est juste, excuse-moi de te déranger. Tu veux-tu les questions à la fin ou au même Non, non, moment? vas-y. OK, parce que tu dis les corticos, combien de temps tu vas les donner, juste pour me donner une idée à peu près? En fait, ça dure le temps que les patients récupèrent, mais nous, on voit donc, en fait, le traitement hyperbare, il est recommandé dans les 14 premiers jours. D'accord? On pense physiologiquement que plus on fait le traitement hyperbare tôt, mieux c'est pour le patient, mais il n'y a pas de preuve scientifique et puis c'est des études difficiles à faire. Donc, en fait, tant que le patient n'a pas récupéré de l'audition, on continue les corticoïdes jusqu'à un certain point, mais après, c'est l'ORL qui va décider en fait. Donc, en général, ce qu'on voit, c'est que le médecin de famille donne les corticoïdes. Par exemple, si le patient vient un lundi, il va donner les corticoïdes. Le même jour, on peut envoyer le patient aux urgences et puis là, ils voient en général un ORL. Ça dépend où on se trouve, mais à Ottawa, c'est le cas. Et là, c'est l'ORL qui va prendre en charge le patient et décider combien de temps va durer le traitement. Mais quand on traite les patients pendant 2 semaines ou 1 mois, parce qu'on peut faire jusqu'à 20 séances, les patients sont sous corticoïdes encore à ce moment-là. OK. Et ce qu'on ajoute en plus, c'est parfois les ORL souvent en fait, ils font des stéroïdes au niveau du tympan en plus. Puis, est-ce que tu as une dose max ou pour ça? Comme d'habitude, toi, on ne voit pas bien plus haut que 60 ou 80 mg par jour, là. As-tu déjà vu plus en haut fait, que ça? Non, en fait, c'est la dose, ça correspond à 1 mg kg jour globalement, si on Ben, c'est que considère le poids idéal. Ouais. ça dépend du nombre de kilos de ton Oui, patient. mais en général, on prend le poids idéal en fonction de la taille, non? Donc, Ah, si on n'a pas quelqu'un qui est géant, ça doit pas dépasser beaucoup 80 mg. Oui. OK, c'est bon, merci. Ouais. Et donc, On a une question dans le chat aussi, Oh, Dr. Boer. OK, pardon, je ne vois pas le chat. Max stéroïde, 60-80 mg. Oui, bah, donc c'est ce qu'on vient de discuter. C'est Donc, ouais, c'est ça. parfait. Et ce qui est vraiment important, en fait, c'est de donner les corticoïdes tout de suite, avant même de référer le patient aux urgences, parce que sinon, ça retarde beaucoup le moment où le patient reçoit les corticoïdes. Et puis, voilà. Et puis, les ORL nous réfèrent le patient le jour même en général pour qu'on les traite rapidement. Dans les recommandations, les traitements, c'est 1 à 2 fois par jour, entre 10 et 20 sessions, ce qui fait entre 2 et 4 semaines. Si on ne les traite pas la fin de semaine, ça dépend des cas. Et c'est 90 minutes à 2,5 atmosphères. Il y a je fais une aparté, mais il y a des publications qui se posent la question de savoir si le Covid pourrait entraîner des surdités brusques. C'est vrai qu'on en voit plus en ce moment, mais est-ce que c'est parce que l'indication est plus connue ou est-ce que c'est parce qu'il y a plus de cas? Ça, on ne sait pas. Je n'ai pas mentionné l'audiogramme, mais en général, donc si vous avez accès à un ORL en urgence, ben, finalement, l'ORL va faire l'audiogramme, donc ça va être rapide. Si par contre, vous n'avez pas accès à un ORL en urgence, ça vaut le coup d'aller faire un audiogramme au patient parce que ça va gagner du temps. Si par exemple, l'ORL doit voir le patient juste le lendemain ou le surlendemain et qu'il y a la possibilité de faire un audiogramme en attendant, ben, c'est toujours bénéfique de façon à ce qu'ensuite le circuit aille très vite pour le patient. Il y a eu un certain nombre d'essais randomisés contrôlés sur la surdité brusque et l'hyperbare. Ici, dans cette revue systématique qui date de 2018, il y avait une quinzaine d'essais randomisés contrôlés. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, l'odd ratio était entre 1,5 et 2 favorable au traitement médical, c'est-à-dire stéroïdes, que ce soit par la bouche ou alors intratympanique, plus l'hyperbare, c'est mieux que juste le traitement médical seul. Donc, il y a quand même un niveau d'évidence qui est assez fort. On voit aussi qu'il y a Quelqu'un veut savoir, pardon, désolé d'interrompre, Oui. Quelqu'un veut savoir si vous prenez les patients du Québec. Oui, à l'hôpital d'Ottawa, on prend les patients du Québec, oui. Il y a un centre privé de médecine hyperbare à Ottawa.
qui, à ma connaissance, moi je ne les connais pas personnellement, mais à ma connaissance, ils ne prennent pas les patients du Québec. Donc pour les patients de l'Ontario, parfois le centre privé peut les prendre plus tôt que nous, mais on prend les patients du Québec à l'hôpital d'Ottawa, oui, absolument. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, c'est la même. OK. Ce qu'on voit aussi sur cette méta-analyse, c'est qu'en fait, il y a une grande variabilité. On voit que la taille de l'effet est vraiment variable d'une étude à l'autre. Ça suggère qu'il y a probablement des paramètres qui sont aussi importants que traitement médical seul, plus ou moins hyperbare, comme par exemple, est-ce que les patients sont référés tout de suite, pas tout de suite? Est-ce que la surdité est profonde ou moins profonde? Est-ce qu'il y a des acouphènes, etc. La physiopathologie, on ne la connaît pas. Il y a des gens qui suggèrent que c'est après un syndrome viral. Il y en a d'autres qui suggèrent d'autres mécanismes, mais ce n'est pas connu. Alors, je voulais vous parler, dans les quelques minutes qui restent, de quelque chose, quelques points. Alors, dans les recommandations, c'est souvent les indications pour faire les choses et c'est rarement les non-indications. Et en fait, dans la dernière conférence de consensus au niveau européen, en 2017, les experts se sont mis d'accord en fonction du niveau de données probantes sur les non-indications de médecine hyperbare. Et donc, ils ont classé ça en A, c'est absolument certain, B, c'est pas mal clair, et puis C, c'est les experts qui se mettent d'accord. Et puis, il y avait 6 pathologies qui sont ressorties pour lesquelles il y avait une évidence contre l'efficacité de la médecine hyperbare. Donc, il y a le trouble du spectre de l'autisme, niveau B, l'insuffisance placentaire, niveau C, sclérose en plaques, niveau B. Ce qui est intéressant avec la sclérose en plaques, c'est qu'en Angleterre, en Grande-Bretagne, la plupart des patients qui ont des traitements hyperbares, c'est pour la sclérose en plaques. Il y a des cas cliniques, des études qui suggèrent que ça pourrait être efficace, mais les experts pensaient que ça ne l'était pas. Donc, ils l'ont mis dans la... Il y avait des études qui suggéraient qu'il n'y avait pas d'effet. Infirmité motrice d'origine cérébrale, acouphènes, accident vasculaire cérébral en phase aiguë, pas d'indication. Donc tout ça, c'est des non-indications sur lesquelles les experts se sont positionnés clairement du fait de publications qui ne montraient aucun effet. C'était en 2017, les choses peuvent changer dans le futur, mais en tout cas, ce qu'on peut imaginer, c'est que ça prendrait encore plus d'études positives pour pouvoir rendre ces pathologies comme des indications. Donc, notamment, l'autisme, c'est quelque chose qui est... il y a assez fréquemment des demandes. Aux États-Unis, il y a énormément de centres privés d'hyperbare qui traitent en fait en fonction des demandes des patients plus que de la médecine basée sur les données probantes. Et les parents des patients sont évidemment dans le désarroi le plus total. Et donc, il y a beaucoup de patients qui sont traités pour l'autisme contre en fait la conférence de consensus. On peut imaginer aussi que la conférence de consensus soit basée sur des études qui ne prend pas en compte certaines spécificités de patients. Donc, on verra ce que l'avenir réserve pour toutes ces indications-là. Alors, que dire à nos patients? Parce que quand les patients viennent voir les médecins de famille, eh bien, ils vous demandent conseil et puis tout le monde n'a pas eu la chance d'aller visiter un centre hyperbare, donc que leur dire? D'abord, la logistique, c'est important. Quand on parle de traitement quotidien qui dure 2 heures pendant 2 mois, pour la plupart des indications, c'est important que les patients adhèrent et soient conscients de ça. Parce que sinon, ils vont arrêter en cours de route et puis c'est impossible qu'il y ait un effet. Il y a des études qui ont montré pour les plaies diabétiques que le taux d'amputation dépendait en fait de la compliance des patients au traitement hyperbare. Donc, en fait, s'ils ne vont pas jusqu'au bout du traitement, il y a plus de risques d'amputation. Ce qui est logique, mais c'est démontré par des études sérieuses. L'autre chose, c'est les risques. Quels sont les risques? Le premier risque, c'est les oreilles. Il y a des barotraumatismes de l'oreille. On estime qu'il y a à peu près 20% des patients qui ont un disconfort des oreilles, des douleurs, parce qu'ils ont du mal à équilibrer ou ce n'est pas complètement perméable au niveau de la trompe d'Eustache. Par contre, des lésions, comme on voit sur l'image, c'est quand même beaucoup plus rare, c'est 1-2%. On est parfois amené à faire des myringotomies, en mettant des tubes là dans les oreilles pour leur permettre de continuer les traitements. La myopie, c'est quelque chose qui est assez fréquent, c'est 15-20% des patients. Ça a été longtemps sous-estimé, mais on sait maintenant que c'est fréquent. Ça peut être sévère parfois,
parfois, il y a des patients qui ne peuvent plus conduire ou qui doivent aller changer de lunettes ou de prendre des lentilles de contact quelques semaines. La bonne nouvelle, c'est que ça récupère quasiment tout le temps à 100%, comme c'était avant le traitement hyperbare. Et en général, ça récupère en quelques semaines à quelques mois. Cataracte, ça c'est seulement pour les patients qui ont des cataractes préexistantes, puis le traitement c'est chirurgical, ça ne récupère pas. Les convulsions, c'est lié c'est ce qu'on appelle la crise hyperoxique. Donc l'oxygène, ça fait toutes les bonnes choses dont on a discuté plus tôt, mais parfois, chez des patients qui ont un seuil épileptogène un peu plus bas, soit à cause de médicaments, soit à cause d'un manque de sommeil ou tous les facteurs classiques, ça peut entraîner des convulsions. Il y a deux choses à savoir en fait. C'est d'une part, on ne peut pas prédire quel patient sera à risque. L'épilepsie, par exemple, n'est pas une contre-indication. On peut traiter les patients en hyperbare, même s'ils ont des épilepsies, à partir du moment où c'est équilibré. Et donc, on ne peut pas prédire qui sera à risque. Il y a des patients qui ont 2 mois de traitement, puis la dernière séance, ils vont avoir une convulsion. Donc, on ne peut pas prédire. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de conséquences autres que c'est désagréable. Le patient peut se cogner éventuellement et se blesser dans la chambre. Mais il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas besoin de traitement anti-épileptique. On arrête la séance ce jour-là. Et en général, même les patients qui le souhaitent, on peut tout à fait continuer. Quelques jours plus tard, on peut reprendre la suite du traitement. Et puis en général, ça se passe bien. On envoie, alors les convulsions, on en voit 1 à 2 par an dans notre centre. Donc on le voit, mais ce n'est pas non plus très fréquent. Claustrophobie, en général, on arrive à le savoir avant. Et les barotraumas des sinus des poumons, c'est possible en théorie, c'est très rare. Je ne crois pas qu'on ait déjà eu depuis 20 ans au centre hyperbare à Ottawa de pneumothorax. Le feu, oxygène sous pression évidemment, donc ça c'est dangereux. On fait de la prévention, on n'a pas le droit d'avoir un feu dans le caisson, donc pas de téléphone portable, pas de bijoux, etc. Globalement, ce sont les risques. Je voudrais finir avec 2 choses. Et 58, ça va prendre à peu près 4 minutes, je pense. Il y a des patients qui viennent peut-être vous voir avec des non-indications d'hyperbare. Donc, par exemple, l'autisme, ça peut en être, ou alors d'autres problèmes. Il y a des patients qui pensent que l'hyperbare peut aider avec les démences cognitives, etc. Et ils vont vous dire qu'est-ce que vous pensez du traitement à la maison avec les gens qui achètent des chambres chez eux, en fait. Donc, c'est promu beaucoup par les stars de la chanson ou par des sportifs. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est que ça ne tombe pas dans la catégorie d'hyperbare. Donc, ces caissons-là, en fait, ils compriment à moins de 1,3 atmosphères et c'est moins de 100% d'oxygène. Donc, globalement, si on a, admettons qu'on ait un patient qui respire 100% d'oxygène avec 1,3 atmosphères, ce serait l'équivalent de respirer 27% de FiO2. D'accord ? Donc, au lieu de respirer à l'air ambiant 21% d'oxygène, il respirerait 27%. Donc, est-ce qu'il y a un effet? Il y a des études sur des animaux, des cellules qui suggèrent peut-être qu'il y aura un effet, mais en tout cas, au niveau clinique, il n'y a jamais été démontré d'effet. Donc, c'est vraiment ça qui est important de comprendre. Moi, je ne me permettrai jamais de dire ça ne vaut pas le coup de le faire, etc. Il faut respecter les lois des pays. Il y a des pays dans lesquels c'est interdit. Mais en tout cas, les patients doivent savoir que ce n'est pas la même chose que le traitement hyperbare qu'on propose à l'hôpital avec 2,5 atmosphères. Ce n'est pas la même chose. Donc ça, je pense que c'est important à savoir pour les patients. Le futur. Donc, il y a des résultats très prometteurs pour la phase aiguë de la COVID-19. Notre groupe, en fait, mène une étude randomisée multicentrique. On a aussi publié une revue systématique sur le sujet. Pour l'instant, il y a peu de cas publiés, mais il y en a quand même avec des résultats encourageants pour éviter l'intubation et éviter la mortalité. C'était significatif pour éviter l'intubation, pas significatif pour la mortalité, mais dans la meilleure étude, ça avait quand même divisé par 2 la mortalité pour des patients qui sont admis à l'hôpital sous oxygène. On ne parle pas des patients qui sont à la maison, on parle de ceux qui sont déjà assez sévères pour être à l'hôpital. Puis il y a une deuxième revue systématique qui trouvait les mêmes résultats qui a été faite un peu plus tôt pendant l'été par des Iraniens. Une des indications qui, à mon avis, est vraiment qui a, à mon avis, de grandes chances d'arriver comme une indication officielle dans les années qui viennent, sont les maladies chroniques et inflammatoires de l'intestin, donc maladies de Crohn, rectocolite hémorragique. On a fait une revue systématique avec notre collègue de gastroentérologie il y a quelques mois. Ça a été publié en fait depuis et on a regardé tous les phénotypes de ces maladies. Et quels que soient les phénotypes, il y avait toujours un effet favorable
de l'oxygène hyperbare. Donc, il y avait différents protocoles qui étaient utilisés, plus ou moins longs. Il y avait une étude, par exemple, qui montrait, c'était cette étude-là en 2018 et 2020, qui montrait que des patients qui étaient des patients compliqués avec des maladies de Crohn ou rectocolite hémorragique, qui ne répondaient pas au traitement standard, qui avaient besoin de médicaments qui étaient des immunomodulateurs, donc avec tous les risques que ça comporte. Ces patients-là répondaient en 5 jours de traitement hyperbare, donc c'est même trop beau pour être vrai. Et donc, on est en train de travailler pour faire un essai randomisé contrôlé multicentrique au niveau du Canada pour évaluer cette indication. On arrive déjà à traiter certains patients, notamment quand il y a des fistules entérocutanées, parce que ça tombe dans les plaies chroniques, donc on peut les traiter. Il y a très peu d'évidence pour ça en termes de nombre de patients. Par contre, les patients qui ont été traités répondent quand même assez bien. Voilà. Là, on voit par exemple les fistules entérocutanées, 18 sur 21 qui ont répondu favorablement. Donc, c'est quand même, ça change la vie des patients. Voilà. Donc, ça, c'est peut-être une indication du futur. Alors, je vais finir par 2 questions. La première, c'est quelle est l'information la plus utile dans cette présentation? Si vous pouvez me dire 79, 88, 26, 41. Et puis, je vais aller sur le Menti pour voir vos réponses. OK, plaie artérielle. Indication et surtout AV. Alors, ça se peut... OK, maladie chronique, etc. OK. Et puis, je vais terminer avec ça. Et puis, si vous avez des questions, je serai content de rester quelques minutes pour y répondre. Et si vous voulez savoir des choses en plus, de façon à pouvoir répondre aux besoins de l'audience des futurs, aux futurs auditeurs en fait, d'une telle présentation, ben, vous pouvez le mettre sur Menti, c'est la prochaine question. Ça me fera plaisir de vous y répondre tout de suite ou alors de modifier la présentation dans le futur. Il y a quelques questions dans le chat. OK. Alors, je vais arrêter le Quelqu'un partage qui veut savoir d'écran. comment on peut faire les patients pour s'occuper pendant les traitements. Oh, quand il reste dans le caisson pendant 2 heures. Alors, Netflix est vraiment utile. Les inhalothérapeutes qui s'occupent des patients ont tous un compte Netflix et puis ils le partagent avec le patient. Essentiellement, c'est la télévision. Il y en a qui veulent rien, il y en a qui écoutent de la musique en fait. Et c'est voilà, ils profitent d'avoir un temps, mais on ne peut pas avoir de livres, pas de téléphone, pas de choses comme ça, malheureusement. Quelqu'un d'autre veut savoir si la chambre hyperbare fonctionne 24/7. À l'hôpital d'Ottawa, oui. Il y a quelqu'un de garde en fait tout le temps. Oui. Une autre OK. question, c'est un commentaire des merci. Merci, très intéressant. Je vois que tu as mis l'évaluation, Camille. Oui. Indication ostéomyélite. Oui, c'est une des indications officielles. L'ostéomyélite, on n'en voit pas très fréquemment. C'est en général après plusieurs mois d'essais infructueux de traiter l'ostéomyélite. Et l'hyperbare peut aider. C'est des traitements longs qui sont difficiles. Et c'est vraiment, encore une fois, pour cette indication, l'hyperbare, il ne faut pas attendre de résultats miracles pour l'ostéomyélite, mais ça peut être le petit plus qui fait la différence. Donc, c'est en ajout du traitement standard habituel. Et puis, si vous avez des patients pour qui vous ne savez pas si c'est une indication ou pas, ou vous doutez, etc., on a un système de triage. On peut vous répondre en général par mail assez rapidement. Notre secrétaire nous pose les questions, en fait. Donc, soit on peut se parler directement, soit même par mail, ça fonctionne assez bien et ça permet d'avoir une réponse rapide et de pouvoir dire au patient, oui, ça mérite une consultation, ou alors non, c'est pas la peine d'aller perdre son temps.
En tout cas, moi, je suis persuadé que l'oxygène hyperbare est sous-utilisé. On voit beaucoup de patients qui arrivent très tard, qui auraient pu en bénéficier plus tôt, et c'est dommage. Donc, j'espère que cette présentation pourra servir aux patients en fin de course.